Je vais du coup laisser la parole à Fabrice Grenard pour les conclusions. Un grand merci à Frédéric Eguigneur, qui est à l'origine de cette journée d'études. Et un grand merci au SHD de nous avoir si bien accueillis aujourd'hui. Un grand merci surtout à tous les communicants pour cette journée qui a été très riche en débats et qui, je pense, a parfaitement rempli les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir parler des archives, de leur contenu, mais aussi de leurs usages, et aussi lancer des pistes de recherche, justement, à partir des travaux en cours ou des fonds qui sont en train de s'ouvrir. Alors, je pense qu'après cette journée, vous êtes tous familiers maintenant avec un certain nombre de séries, 16P, 28P4, 21P, voilà, vous savez tous ce que ça veut dire. Vous savez aussi, je pense que vous avez compris qu'il y a 600 000 dossiers individuels ici au SHD et que ces dossiers renvoient à 5 catégories bien différentes, que je prononcerai pour une dernière fois, les FFL, donc les Français libres, les Forces françaises combattantes, où l'on trouve plutôt les membres des réseaux, les FFI, bien sûr, Corps franc, maquisards, les RIF, donc Résistance intérieure française, et les DIR, déportés et internés résistants. Et puis, bien sûr, vous savez tout maintenant aussi du décret du 25 juillet 1942 et de ce qu'il a permis pour l'homologation ensuite des agents. On peut même ajouter une nouvelle famille, ce sont ceux qui sont titulaires d'un dossier au BCRA. Alors, à partir de là, je pense qu'on peut tirer un certain nombre d'enseignements sur cette journée d'études. D'abord, eh bien, ma foi, c'est que Jean-Marie Guillon avait beau dire en 2003 qu'il y avait déjà plus de 2000 titres sur la résistance qui avaient été publiés. On est peut-être aujourd'hui à 3000 titres, mais que malgré tout, eh bien, l'histoire de la résistance est toujours en marche, parce que l'histoire s'écrit avec des archives et que justement l'ouverture de nouveaux fonds d'archives fait que ces fonds permettent de combler un certain nombre d'angles morts sur lesquels on avait peu d'informations. Ils permettent aussi de revisiter des éléments que l'on croyait acquis à l'aune donc d'une documentation nouvelle. Il ne faut jamais croire en histoire que parce qu'il y a un livre, parce qu'il y a un article sur le sujet, c'est quelque chose de définitif et d'acquis. L'ouverture de nouveaux fonds nous révèle souvent eh bien, qu'il y a des choses nouvelles à découvrir. J'appartiens pour ma part peut-être à une génération de chercheurs intermédiaires, puisque j'ai connu, moi, un autre monde. Le monde où il n'y avait pas encore d'ordinateur, d'ailleurs, on prenait encore des notes à la main. Surtout le monde où l'accès aux archives de la Seconde Guerre mondiale était encore très compliqué. Pourquoi ? Parce que ça a été prononcé au niveau du SOI par Guillaume Pollack tout à l'heure. Il y avait effectivement que quelques chercheurs très réputés qui pouvaient avoir accès à certains fonds. Lorsqu'on était juste étudiant, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait demander des dérogations. Souvent, les dérogations, on les obtenait au moment où on allait soutenir le master ou la thèse, donc ça venait trop tard. Et puis, j'ai connu aussi cette période où on m'expliquait que tout ce qui concernait un peu les trajectoires individuelles, les données personnelles, on ne pouvait pas le communiquer. Donc moi, j'ai travaillé sur des documents où on me cachait tous les noms propres. L'archiviste passait avant de me donner les documents, il cachait les noms propres ou il effectivement enlevait des fonds les documents les plus compromettants. Vous voyez que les choses ont bien changé. Les choses ont bien changé puisque aujourd'hui, donc, nous pouvons travailler relativement librement sur des dossiers personnels de résistants, y compris des dossiers qui comprennent parfois des choses assez intimes sur les personnes en question. Alors même s'il y a encore peut-être, Patricia Gillet évoquait peut-être 1% des cas qui ne sont pas encore communicables, enfin tout n'est pas encore officiellement communicable, mais ça n'a, voilà, c'est quelque chose d'infinitésimal et ça n'a plus rien à voir avec la situation d'il y a une dizaine d'années. Alors vous le savez, cette évolution, elle tient à deux choses. D'abord, il faut rappeler cet arrêté ministériel qui a été adopté en décembre 2015 à l'initiative du président François Hollande, qui avait été sollicité par un collectif d'historiens pour plus de transparence sur les archives de la Seconde Guerre mondiale. Et cet arrêté a permis d'ouvrir la plupart des fonds qui concernent la période.
Et cela explique qu'aujourd'hui, que ce soit au SHD, à la préfecture de police, aux archives nationales, dans les archives départementales, eh bien, on peut avoir accès à l'ensemble des documents sans passer par les dérogations qui étaient nécessaires auparavant. Encore que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'un fonds d'archives, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'exploiter, il vaut mieux qu'il soit classé. Et là aussi, je pense que... Eh oui, mais je pense qu'il faut rendre un immense hommage aux archivistes, des différentes institutions que je viens d'évoquer, parce qu'un peu partout aujourd'hui, des fonds nouveaux sont classés, et chaque nouveau fonds classé, en général, c'est la possibilité d'un mémoire de master ou la possibilité d'une thèse. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis bien sûr, il faut souligner cette nouveauté qui est la mise en ligne aujourd'hui. La mise en ligne des inventaires qui permet depuis chez soi de s'y repérer un petit peu dans la jungle des archives, qui permet de plus en plus de commander à distance, ce qui fait gagner un temps fou. Et on a donc cette formidable base de données mise en ligne sur le site Mémoire des Hommes, comme ça vous a été montré ce matin par Frédéric, cette base de données qui non seulement vous permet de faire une recherche sur un cas précis, mais surtout qui permet à des chercheurs de tenter des recherches croisées. C'était très clair ce matin sur, effectivement, trouver le nombre de femmes appartenant à un type de mouvement ou à un type de réseau originaire de telle région qu'il y a dans la base. Et même si ça a été souligné, ce n'est pas une base qui est exhaustive, on n'a pas là la liste de tous les résistants français, on a quand même 600 000 cas environ, et donc c'est quand même un échantillon qui nous permet d'avoir des tendances assez fortes, des tendances assez fortes. De toute façon, aucun historien ne travaillera jamais sur l'ensemble des documents disponibles. Donc il faut toujours arriver à trouver des biais, des prismes, et grâce à cette base, je pense que beaucoup de choses seront possibles qui n'étaient pas forcément jusqu'alors. Vous l'avez compris aussi, ce sera mon deuxième point, je pense que l'ouverture de ces nouveaux fonds, de ces dossiers individuels est essentielle pour l'écriture d'une histoire scientifique de la résistance. Pourquoi ? D'abord parce que ça permet de remettre la démarche biographique au cœur. Pas forcément pour travailler que sur un résistant, ça vous a bien été expliqué lors des différentes communications. L'idée, c'est de travailler en réseau, c'est de faire des croisements, mais remettre la biographie au cœur, c'est quand même souvent la meilleure façon pour saisir le sens d'un engagement, les motivations qui ont poussé des résistants, des jeunes Français, des femmes, des étrangers à rejoindre la résistance. C'est Robert Guildy qui a publié récemment un ouvrage qui s'appelle « Comment sont-ils devenus résistants ?» et qui a fait justement ce choix-là pour essayer de pénétrer au cœur de la résistance, pour essayer de comprendre quels avaient été le sens des engagements des résistants. Il a fait le choix de suivre des trajectoires. Donc, il ne s'est pas mis surplombant dans la synthèse, il a suivi des trajectoires parce qu'il pense que c'est la meilleure façon de comprendre de l'intérieur la résistance. Et pour faire cela, évidemment, travailler sur des dossiers individuels, c'est une chance formidable. Un deuxième apport essentiel de ces fonds d'archives pour écrire une histoire scientifique de la période, c'est bien sûr la nature des documents que l'on peut y trouver. Parce que souvent, l'enjeu pour l'historien, c'est d'établir une chronologie. Et la chronologie la plus précise possible. Lorsqu'on lit certains témoignages, y compris des témoignages qui ont pu être collectés après la guerre et qu'on voit parfois dans la série 72 AJ aux Archives nationales, un résistant va vous dire « Oui, moi j'ai rejoint la résistance en 1942 ». Très bien. Mais rejoindre la résistance au début de l'année 42, alors que le Reich est encore victorieux sur tous les fronts et que la possibilité d'une libération de la France reste encore tout à fait utopique, ou rejoindre la résistance après novembre 42, c'est-à-dire après le débarquement en Afrique du Nord, lorsque là, justement, la possibilité d'une libération commence à devenir immédiate, ça n'a quand même pas du tout le même sens. Et l'intérêt de ces dossiers, c'est que quand vous avez un acte d'engagement précis, avec une date, avec un jour, vous ne pouvez pas tricher sur le moment où la personne s'est engagée. Vous avez aussi dans ces dossiers des trajectoires très détaillées, très complètes, notamment pour ceux qui sont partis dans les Français libres, avec les nominations, par exemple, c'est très important, quand est-ce qu'ils accèdent à tel ou tel grade. On a les ordres de mission, souvent, là aussi, très important pour comprendre le sens de l'action des résistants au cours de la période.
Et puis je pense que, vous l'avez bien compris, tout l'intérêt aussi de ces dossiers, lorsqu'on les travaille en groupe, c'est un petit peu comme un enquêteur de retisser la toile des organisations. Parce que quand vous êtes sur un dossier, vous allez voir un résistant et vous allez comprendre avec qui il est en rapport au-dessus de lui, sa hiérarchie, mais aussi en dessous de lui, ses différents contacts. Et puis comme ça, vous pouvez recompléter des organisations que, effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, que les résistants eux-mêmes connaissaient mal, puisqu'ils étaient dans la clandestinité. Et l'enquêteur devient encore plus enquêteur lorsque, comme Michel Blondin, il arrive à déchiffrer des pseudonymes, des codes, pour mettre derrière ces chiffres, derrière ces codes, pour mettre des personnes précises. Évidemment, il y a quand même des limites à ces fonds, limites qui ont largement été soulignées au cours de cette journée d'études. La première limite, c'est la très grande inégalité de ces dossiers. Je reprendrai l'expression d'Alain Alexandra ce matin, c'est un peu parfois une pochette surprise. C'est une pochette surprise parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver dedans. Alors, vous l'avez vu, il y a des décalages très grands d'abord selon les différents fonds. Si vous travaillez sur les fonds des Compagnons de la Libération, vous aurez des dossiers beaucoup plus fournis, comme ça a été expliqué ce matin, beaucoup plus fournis que si vous travaillez sur les médaillés de la Résistance, par exemple. Mais y compris au sein d'un même fonds, et là, la série CSP est un exemple très illustratif, comme l'a montré Fabrice Bourret ce matin. Dans la série CSP, vous avez certains dossiers avec un seul document. Et puis vous en avez d'autres où vous avez une centaine de documents, ce qui crée des gros écarts, ce qui crée aussi souvent chez le chercheur une grosse frustration parce que quand on vient à Vincennes, quand on vient aux Archives nationales avec une série de codes, on se dit « Ah, là, je vais peut-être passer une bonne journée ». Et en fait, à la fin de la journée, si à chaque fois, il n'y a qu'un document dans chaque carton, eh bien, on a plutôt le sentiment de perdre son temps. Voilà, mais ce sont les joies du travail de la recherche. Une autre limite, je parlais tout à l'heure de l'intérêt de certains documents qui permettent de préciser la chronologie. Évidemment, ça c'est vrai quand vous avez ce qu'on appelle, nous historiens, des sources primaires, c'est-à-dire des sources qui sont produites sur le moment même. Mais dans certains fonds, vous n'avez pas de sources primaires, puisque vous avez uniquement des dossiers qui ont été constitués après la guerre pour obtenir une homologation. Et là, comme l'a dit Thomas Fontaine, notamment ce matin, il faut vraiment faire attention, il faut toujours aborder ces dossiers avec un certain regard critique. Pour avoir vu, moi, plusieurs dossiers de communistes, par exemple dans la série CSP, on voit bien la volonté des communistes de tous faire remonter leur engagement à 40. Voilà. Donc ils essaient tous de montrer qu'ils avaient un engagement résistant en 1940, engagement qui est vrai, parce que quand on regarde bien entre les lignes, oui, ils étaient dans une organisation clandestine, oui, ils pouvaient être recherchés par la police de Vichy, etc. Mais on le sait aujourd'hui, l'historiographie a montré qu'avant le printemps 41, le Parti communiste est marginalisé, a une position tout à fait spécifique et on ne peut pas parler spécifiquement de résistance pour les militants du Parti communiste. Une autre grande limite qui a été bien soulignée, c'est qu'en dépit de l'importance quantitative des dossiers, on l'a dit, je reprends, 600 000 dossiers individuels, toutes les actions résistantes ne sont pas forcément représentées parce que vous l'avez bien compris, il y a ce prisme de l'homologation. Et il y a ce prisme aussi des actions plutôt à caractère militaire. À partir de là, eh bien, on va davantage trouver d'agents de réseau, de membres de corps francs, de maquisards, de Français libres, bien sûr, de personnes engagées dans les forces françaises combattantes. Donc on a la vision d'une résistance très militaire et très masculine. Il y a des choses qui apparaissent moins. Ce sont ceux qui se sont livrés à des actions plutôt de propagande, ceux qui ont distribué des tracts, ceux qui ont participé, par exemple, à des grèves, parce qu'il y a eu des grèves aussi sous l'occupation, qui avaient une action syndicale. Voilà, toute cette partie-là de la résistance apparaît moins. Et là, je renvoie, vous savez, à cette fameuse classification faite par François Marcot, c'est-à-dire qu'avec les dossiers individuels, on est plutôt dans la résistance organisée
c'est-à-dire ceux qui effectivement avaient un engagement concret dans une organisation. On est beaucoup moins dans la résistance mouvement, c'est-à-dire ces Français et ces Françaises qui étaient complices de la résistance, qui pouvaient aider des maquisards, qui pouvaient sauver des Juifs, qui pouvaient participer à des filières, qui pouvaient héberger des aviateurs alliés, tout en n'appartenant pas forcément à une organisation précise. Et cela explique que certaines catégories, comme les femmes par exemple, soient sous-représentées dans les dossiers individuels. Mais ça nous rappelle aussi la nécessité, bien sûr, de toujours croiser les archives et de ne pas se contenter d'un seul type de dossier. Mais ce matin, dans les différentes présentations qui vous ont été faites, là aussi, je pense à la présentation de Fabrice Bourret, qui prenait l'exemple d'une résistante, sur laquelle chaque dossier individuel, en fait, donnait des informations différentes et complémentaires, et que c'était la consultation de l'ensemble des dossiers qui permettait d'essayer d'approcher au plus près de la vérité, même s'il n'y a pas de vérité en histoire, mais d'être le plus objectif possible. J'ai moi-même, sur mes propres travaux, expérimenté ce genre de démarche à propos notamment de ma biographie de Georges Guingouin. Georges Guingouin, il y a un dossier CSP, il y a un dossier compagnon de la Libération, puisqu'il est compagnon de la Libération, mais comme à chaque fois c'est lui-même en réalité qui a alimenté ce dossier, il y a un certain nombre de documents qui n'apparaissent pas dans ces dossiers. Et c'est là qu'il faut compléter, notamment avec les archives dites de la répression, c'est-à-dire les dossiers individuels, mais là qui avaient été établis par les policiers, par exemple les policiers de Vichy, qui traquaient les résistants sous l'occupation. Et c'est dans ces dossiers dits de répression que j'ai trouvé, moi, des publications clandestines de Georges Guingouin qui tendaient à montrer qu'il était totalement sur la ligne du Parti communiste en 1940-41, alors qu'il a toujours prétendu le contraire après la fin de la guerre. Et puis, pour terminer, je voudrais donc lancer un certain nombre de pistes de recherche par rapport à ce qui a été dit. D'abord parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de travaux en cours et que ces travaux en cours pourraient aussi en appeler d'autres. Alors, d'abord, il y a cette question de la résistance pionnière qui est quand même relativement peu connue parce que justement c'est une période sur laquelle il y a moins de documents que sur la résistance à partir notamment de 1942, tout simplement parce que la résistance s'organise et au fur et à mesure que la résistance s'organise, même si on est dans la clandestinité, elle produit quand même des papiers, des rapports, des documents, etc. Mais sur la résistance pionnière, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai bien noté ce que disait Patricia Gillier. Il y a une association nationale des résistants de 1940 dont on peut aujourd'hui consulter les archives. Et ça nous apprendra certainement beaucoup de choses sur cette résistance pionnière, c'est-à-dire celle qui se déroule entre l'été 1940 et l'été 1941. Vous l'avez compris, les réseaux, évidemment, sont un terrain de jeu formidable et Guillaume Pollack l'avoue lui-même, sa thèse ne permettra pas de faire en sorte que tout soit dit sur le sujet. Alors vous le savez, il y a deux types d'organisations. Les mouvements, en réalité, sont beaucoup plus faciles à étudier et c'est certainement la raison pour laquelle vous avez à peu près aujourd'hui une thèse qui a été faite sur chaque grand mouvement, parce qu'un mouvement, il est adossé à un journal. Et un journal, c'est très facile parce qu'avec le journal, vous pouvez suivre l'évolution du mouvement au cours de la période. Et ce journal, vous pouvez le trouver à peu près partout, y compris aujourd'hui sur le site Gallica de la BNF. Les réseaux, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est, comme l'a expliqué Guillaume Pollack, là dans une organisation plus secrète, plus clandestine, qui mène des actions militaires, d'ailleurs beaucoup plus recherchées aussi peut-être par les Allemands que les mouvements qui étaient plus dans une dimension politique. Et là aussi, donc, il y aura la thèse de Guillaume Pollack, mais il faudrait aussi relancer un certain nombre de travaux sur un certain nombre de monographies, sur un certain nombre de territoires. Alors j'ai aussi entendu des noms que l'on peut associer à des fonds peut-être disponibles. Le réseau Kazanga, Patricia Gillier en a parlé ce matin. Le réseau Manipule, ce réseau créé en 1942 et qui va essaimer dans toute la zone occupée, mais aussi en Belgique. Voilà, je pense qu'avec les réseaux, on a là un terrain de recherche qui reste important à développer. Et puis, nous avons aussi, même s'ils sont peut-être sous-représentés dans les dossiers individuels, nous avons la question de certaines catégories particulières dans la résistance, les femmes, bien sûr,
C'est là aussi, je pense, un sujet qui est en train d'être développé avec de plus en plus de travaux qui abordent la période sous l'angle du genre. Et encore une fois, c'est dommage que Sébastien Albertelli n'ait pas pu venir, puisqu'il nous aurait parlé de l'étude qu'il est en train de mener sur le corps des volontaires françaises au sein des forces françaises libres. Et puis les étrangers. Vous avez eu donc la communication de Diego sur les résistants espagnols dans les Français libres. Une thèse est en cours actuellement par Tiffen Catalan sur les républicains espagnols en Limousin. Et là aussi, je reprendrai une formule de Robert Guildy qui, lorsqu'il s'intéresse à cette résistance des étrangers dans son ouvrage, Comment sont-ils devenus résistants, a cette belle phrase, il dit « En fait, il vaudrait mieux parler, plutôt que de la résistance française, il vaudrait mieux parler de la résistance en France, tant en fait les composantes qui étaient au sein de cette résistance étaient diverses, et tant le rôle des étrangers y a été important. » Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Fabrice pour cette conclusion. Donc voilà, l'agenda d'études se termine. En conclusion également, je voudrais quand même remercier l'ensemble des personnes qui ont permis à ce que cette manifestation soit une réussite, je pense, puisque vous étiez très nombreux. Donc je remercie bien évidemment l'ensemble des intervenants. Je remercie notre partenaire, la Fondation de la Résistance, avec qui nous avons travaillé pour organiser cette journée d'études. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui nous ont aidés pour préparer l'événement, c'est-à-dire au service historique de la Défense, le secrétariat général, le bureau de la communication. Et j'espère en tout cas que cette journée vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Et voilà. Et en conclusion, donc, je dirais simplement que nos travaux se poursuivent demain et après-demain, donc avec un colloque dont on vous a parlé, Militaires en résistance, qui se tiendra donc dans cette même salle à partir de demain. Voilà, merci beaucoup, au revoir.